Bonsoir à toutes et tous, salut Christiane, salut Sergio, salut Kyle, salut Julo, salut Yann. On est parti pour une heure de stream, un peu plus, un peu moins, avec plein de questions, des questions que vous pouvez poser directement. Le chat est là pour ça, c'est promis, on répond à tout le monde, puisque ce stream c'est aussi le vôtre. Salut à ceux qui viennent de nous rejoindre, salut Yann Amat, salut Volka, salut Monstre, salut GR33, salut Sunty. Ce soir on va parler de réfugiés, de migrants, de migration, de droits de l'homme, de fraternité, de frontières. On va en parler parce que près de 3000 migrants ont été arrêtés depuis 2 semaines à Menton, dans les Alpes-Maritimes. On va en parler aussi parce que des milliers de migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. Et on va en parler bien sûr parce que hier soir, dimanche 24 septembre, le président de la République Emmanuel Macron a dit que la France n'accueillerait pas toute la misère du monde. On va aussi en parler parce que sur la route des gens qui fuient, on trouve de la peine, on trouve du sang, on trouve des larmes aussi. Sur la route des gens qui fuient, on regarde au loin la maison qu'on a laissée. Et puis bien sûr, la route de ceux qui fuient, sur la route de ceux qui fuient, on trouve des hommes, des femmes, des enfants. Ces gens-là, les gens jetés sur la route, ce qu'ils oublient, c'est leur vie entière. C'est un aller sans retour. C'est une chanson de Juliette Nourdine, c'était en 2008. En 2023, c'est 15 ans plus tard, sur la route des gens qui fuient, on trouve aussi des barbelés, des bottes, des miradors, parce que sur la route des gens qui fuient, il y a des frontières. Alors ça ne parle pas beaucoup, une frontière, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on arrive dans un endroit où on n'est pas forcément le bienvenu. Parce que oui, mais souvent, parfois non pour plein de raisons. Il y en a des bonnes, c'est la souveraineté, c'est un État qui fait ce qu'il veut, après tout. Et puis des raisons, il y en a des mauvaises, celles qu'on utilise parce qu'on a peur ou parce qu'on excite les peurs. Décider d'ouvrir ou non sa porte à l'autre qui arrive, c'est pas une équation comme les autres. Il faut aménager le risque et il n'est pas forcément à l'extérieur le risque. Est-ce qu'on va pouvoir intégrer tout le monde? Est-ce qu'au malheur on n'ajouterait pas encore du malheur? Est-ce que, disent certains, ce n'est pas vider d'autres pays de leur force, de leur cerveau? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix que de fuir? Pas mal de questions donc et certainement aussi des débuts de réponses, un peu ce qu'on va tenter là pendant une heure. On va dessiner des réponses ensemble avec vous bien sûr sur le chat, mais aussi avec 3 invités. Bonjour et bienvenue à tous les 3. En face de moi, Thomas Casteljon, avocat au barreau de Paris. Tu es spécialiste du droit d'asile. Salut Thomas. Salut. À ta droite et donc à ta droite et aussi en face de moi, Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, c'est une association qui a pour objet le soutien aux demandeurs d'asile et la défense du droit d'asile en France. Exactement. On est bonjour. bon. Et à ma gauche, donc à ta droite, Mélodie Beaujeu. Salut Mélodie. Salut. Tu es docteur en sciences politiques et consultante, cofondatrice de Desinfox Migration et tu es spécialiste des enjeux de migration internationale, si je résume un petit peu. Très bien résumé. Alors on aurait pu commencer par du lexique, mais on va le faire juste après. Hier soir, Emmanuel Macron a réagi aux propos du pape, qui était en visite vendredi à Marseille. Le pape qui dit qu'il faut accueillir les migrants, les protéger, les accompagner, il faut assurer leur intégration. Le pape qui a appelé à une responsabilité européenne face au phénomène migratoire, en martelant que les migrants qui risquent leur vie en mer pour gagner l'Europe n'envahissent pas. Ils ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter. On écoute Emmanuel Macron qui a réagi à ces propos, c'était hier sur France 2. Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes, il ne faut jamais l'oublier. Puis après, 28 000 morts en 10 ans. J'ai eu l'occasion moi-même de le dire, mais l'Europe est le continent qui fait le plus. Et donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que d'abord, nous, Français, nous faisons notre part. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent, et l'État est à leur soutien et continuera de l'être, je veux ici leur dire. Nous investissons, et on l'a augmenté très fortement ces dernières années, 2 milliards d'euros par an sur ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, ce qui permet de loger les sans-abri de notre pays. Mais pour près de 60%, ce sont des femmes et des hommes qui attendent un titre ou sont en situation irrégulière que nous logeons. Donc la France fait sa part. Mais il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc la France qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'était une phrase de Michel Rocard, un Premier ministre socialiste en 89. À l'époque, Michel Rocard qui en fait a ajouté quand même après, mais la France doit savoir en prendre finalement sa part. Est-ce que la France doit accueillir toute la misère du monde? Est-ce que la France fait sa part? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Il y a plein de choses dans ce qu'a dit le président de la République. Hein. Oui, et je veux bien rebondir quand même aussi sur le discours du pape, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant à voir, c'est que aujourd'hui, le pape se prononce clairement en faveur de l'accueil des personnes, et ce que je trouve toujours intéressant dans ces prises de parole, c'est de remettre un peu d'histoire.
de perspective historique. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que l'Église catholique, à différentes époques, en fait, elle a eu à se prononcer justement en faveur de l'accueil des personnes. Et là, ça fait écho notamment, on peut remonter même jusqu'au milieu du 19e siècle, à l'époque où on avait en fait surtout une émigration européenne, hein, parce que souvent on parle d'immigration, mais au double que dans l'autre sens aussi, il y a eu beaucoup d'émigration à ce moment-là vers le Brésil, les États-Unis, l'Argentine. Et à l'époque aussi, les papes successifs se prononçaient en faveur de l'accueil des émigrants vers ces contrées lointaines. Et moi, mon analyse aujourd'hui, c'est que quelque part, le discours du pape, là, il occupe un peu un vide qui est laissé par les États européens sur ce discours de l'accueil. Parce que c'est vrai que dans le débat actuel, politique, public en général, hein, on a énormément de débats sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour davantage, vous l'avez dit, hein, contrôler l'arrivée des personnes, pour en effet ne pas accueillir toute la misère du monde. Hein, et en fait, on perd de vue cette ambition en fait, et ce devoir d'accueil qui aussi fait partie de la responsabilité des États européens. Moi, je voudrais rajouter qu'en fait, il y a un truc qui est faux, voire mensonger, hein, dans ce que dit le président de la République d'entrée de jeu dans l'extrait que vous avez passé, c'est que l'Europe est très loin d'être le continent qui fait le plus en matière d'accueil des réfugiés. Et je n'arrive pas à croire qu'il se trompe. Je n'arrive pas à croire qu'il ne sache pas la vérité. La vérité, c'est que les réfugiés, on les trouve d'abord au Pakistan, on les trouve en Turquie, on les trouve en Liban, en Jordanie, on les trouve enfin, dans toute une série de pays qui ne sont pas des pays européens. Et en disant ça comme ça, il pose en fait un principe de non-réalité qui lui permet ensuite de justifier toute une série de choses qui nous semblent, qui nous posent question aujourd'hui. C'est-à-dire non, l'Europe n'est pas le continent qui fait le plus en matière d'accueil. Et donc à partir de là, c'est compliqué d'estimer que ça suffit, qu'on ne peut pas en faire plus, vous voyez. Donc moi je suis extrêmement gênée par ces derniers temps la multiplication des contre-vérités. On a été habitué à ce qu'il y ait des contre-vérités qui puissent être proférées par des gens d'extrême droite qui instrumentalisait les débats. Je trouve que ces derniers temps, il y a une multiplication de paroles qui sont portées et qui sont fausses et qui nuisent beaucoup à la compréhension des débats. Je vous donne un autre exemple. Vous évoquiez Lampedusa, les personnes qui sont arrivées à Lampedusa. On a beaucoup entendu des responsables politiques en France expliquer que parmi les gens qui arrivaient à Lampedusa, il y avait des gens qui n'étaient pas des vrais réfugiés politiques et que grosso modo, il y avait d'un côté des vrais demandeurs d'asile politiques et puis de l'autre des migrants économiques qui n'avaient rien à faire là. Je caricature à peine. Quand on regarde en fait, ce qui a été dit également, c'est que ces personnes venaient de Guinée, de Côte d'Ivoire, enfin il y a des nationalités qui ont été citées. Or en fait, quand on regarde les statistiques de ce qu'on appelle l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés, on va en parler après de l'OFPRA. Quand on regarde en fait en gros à qui la France octroie le droit d'asile aujourd'hui, la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est dans les 5 premiers pays en termes de protection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois désigner, pointer du doigt certaines nationalités comme n'étant pas légitimes en fait à prendre ces routes migratoires dangereuses et en même temps refuser de regarder la réalité des statistiques qui sont que derrière l'Afghanistan et la Syrie, c'est des pays d'Afrique de l'Ouest qui sont parmi les premières nationalités parce que d'abord il y a des conflits politiques, effectivement, il y a des opposants politiques en danger, il y a des femmes et des petites filles qui sont à risque d'excision, enfin il y a des personnes LGBT qui fuient et donc il y a des gens qui sont parfaitement légitimes à demander une protection. Migrant, c'est devenu un terme un peu fourre-tout. Hein, il y a des milliers de gens qui se sont réveillés d'un seul coup migrants. C'est peut-être une question pour toi, Thomas. On va peut-être faire un peu de lexique. C'est quoi un migrant? C'est quoi un réfugié? C'est quoi un demandeur d'asile? C'est quoi un migrant illégal? C'est tous des synonymes, tous ces gens qui attendent aux portes de l'Europe. Oui, je rebondis sur ce que disait Delphine. Effectivement, après ces arrivées de migrants à Lampedusa, Gérard Darmanin a dit... Personne ne viendra en France. Et il a dit, bon, on se réservera quand même le cas des demandeurs d'asile, mais bon, c'est pas des Afghans et des Syriens. Je rebondis sur ce que tu dis, Delphine, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des Afghans et des Syriens qui peuvent prétendre à la protection conventionnelle en France. Alors des migrants, ce sont des gens qui décident de quitter leur pays, pour quelque raison que ce soit. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui se présente sur le territoire français et qui demande à bénéficier d'une protection au titre de la Convention de Genève, essentiellement. Alors, sans vouloir trop rentrer dans le détail... Tu peux expliquer un petit peu ce qu'est la Convention de Genève, pour ceux qui ne la connaissent pas? La Convention de Genève, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et en pleine guerre froide,
on a écrit un texte qui visait à protéger toute personne qui fuyait les persécutions ou des craintes de persécution en raison de sa religion, sa race, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social. Ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être les femmes qui fuient les risques d'excision ou les opinions politiques. Voilà. Donc un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a le droit d'être sur le territoire français. C'est pas quelqu'un qui est en situation irrégulière, c'est quelqu'un qui peut prétendre à un droit qui par ailleurs est constitutionnellement garanti. Et ensuite, donc, sa demande d'asile est instruite par l'OFPRA, on vient de le dire, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Et en cas de refus de sa demande, il a... Qui est une agence du gouvernement, qui est un organisme gouvernemental. Qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Bon, et d'ailleurs ça a des implications politiques, évidemment, sur la politique que mène l'OFPRA, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une question qui est politisée. Bon, voilà. Et en cas de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA, un recours peut être exercé devant la Cour nationale du droit d'asile, qui pour le coup est une juridiction qui dépend du ministère de la Justice. Et c'est à ce stade-là que les avocats interviennent. On fait une pause, merci Thomas, pardon. Je fais une pause chat parce qu'il y a beaucoup de réactions. Il y en avait notamment sur le pape avec beaucoup d'ironie. Le pape, il faut qu'il arrête de faire de la politique. C'est Jacques Nicholson qui dit ça. Qui fait de la bonne politique. Qui fait de la bonne politique. On a Dorvec qui nous dit, mais quid des gardes suisses? Pourquoi pas? Volka qui nous dit, par contre, quand on accueille, j'aimerais bien qu'on les loge ailleurs que dans les quartiers populaires. Et Yann Amat qui pose la question, pourquoi on accueille si mal en France et en Europe et quelles seraient les solutions pour bien les accueillir? Je vous pose la question. Je peux... à qui veut? D'abord, je ne sais pas si on accueille si mal. Enfin, moi, je tiens à le dire parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'accueille pas si mal certains demandeurs d'asile. Il y a il y a plus de 100 000 places d'hébergement pour demandeurs d'asile qui existent. Il y a des associations comme France Aide Asile, hein, c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause, qui sont financées par l'État pour payer, si vous voulez, pour faire ce travail d'accompagnement. Et je le dis parce que on peut être critique sur plein de choses, mais on est aussi capable de dire qu'il y a des progrès, il y a des augmentations de places qui sont faites. Donc il y a des choses qui existent et qui font que on n'a pas à avoir honte de manière générale dont la France accueille. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui dysfonctionnent et que l'État ne peut pas se cacher derrière les efforts financiers qu'il fait pour ne pas reconnaître des choses qui dysfonctionnent. C'est-à-dire que c'est un discours un peu normand que je vous tiens là, mais c'est important de ne pas être trop dans la caricature. Ce qui se passe aux frontières, c'est extrêmement problématique. Ce qui se passe à Calais, c'est problématique. Le fait qu'il y ait trop de demandeurs d'asile qui doivent démarrer leur parcours d'asile en dormant sous des tentes à Paris, ça pourrait être évité. Donc il y a énormément de choses qu'on pourrait faire pour mieux accueillir, mais il y a trop de gens à qui on n'octroie pas les droits. Enfin, bon, je passe, il y a plein de situations qui dysfonctionnent, mais voilà, c'est important pour moi de vous dire, tout n'est pas dysfonctionnel. Et après, il y a un vrai problème au niveau européen, parce que comme il n'y a pas de solidarité, chaque pays va un peu dans son sens et dans son coin. Et effectivement, au lieu de se partager la charge de l'accueil, c'est un peu une somme d'égoïsme auquel on assiste. Mais je laisse continuer. Oui, pardon. C'était sur la question, je rebondis sur la question des moyens qui sont alloués pour gérer ces flux migratoires et gérer les demandeurs d'asile. Il faut aussi se poser la question des moyens que l'on met colossaux pour empêcher ces gens de rentrer, pour les retenir en centre de rétention, pour en fait empêcher qu'ils puissent exercer notamment ce droit-là constitutionnel. Et je voudrais souligner qu'il y a le 21 septembre dernier, par exemple, à la suite de Lampedusa, Gérard Darmanin a dit ce que l'on vient de dire, à savoir personne ne viendra en France. Et il en a profité aussi pour renforcer les effectifs policiers à la frontière franco-italienne. Vendredi dernier, c'était le 21 septembre, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne parce que les méthodes employées par les autorités à la frontière ne sont pas respectueuses de notamment la directive européenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc mettre plus d'argent pour empêcher les gens d'entrer ou pour renforcer les frontières, mettre énormément d'argent là-dedans, dire dans le même temps, mais vous voyez, on fait quand même beaucoup. Et en plus, on s'évertue à vouloir renforcer des contrôles aux frontières qui sont contraires au droit international, au droit européen, mais au CESEDA même parfois. Je voudrais rebondir sur cette question de capacité d'accueil. D'abord pour peut-être tordre tordre le cou à une idée reçue. Alors attends, justement, je te coupe parce qu'il y a GR33 qui dit voilà, il faut quand même considérer les conséquences de l'accueil massif. C'est ce que dit GR33. Personnellement, ça me va bien, mais il y a une proportion importante de la population et peut-être la majorité des Français, je sais pas sûr, qui ne sont pas prêts à assumer ces conséquences, ces coûts, ces contraintes. Ouais. C'est bien, ça fait le lien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je me suis laissé dire.
D'abord, sur cette capacité d'accueil, ça va un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, la France, est-ce que la France fait sa part, etc. Ce qui se passe avec les épisodes qu'on a vécus comme Lampedusa, etc., c'est que souvent, il y a vraiment un effet de loupe, en fait, où on va regarder sur une très petite portion du territoire les conséquences, en fait, d'une arrivée de population en proportion du territoire qui est relativement importante. Mais ce qu'il faut voir, c'est à l'échelle plus globale et nationale. Et dans le cas de la France, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de capacité d'accueil avec cette idée que la France doit faire face à, en effet, des arrivées massives et du coup n'aurait pas les capacités d'accueil. Alors qu'en fait, ça, c'est aussi une idée reçue dans le sens où ce qu'on observe pour la France, c'est que c'est vrai que c'était un des premiers pays d'immigration dans l'Union européenne jusque vraiment le début des années 2000. Et après, elle a été largement en retrait, en fait, et y compris pendant ce qu'on a appelé la crise migratoire de 2014, 2015, 2016, où en fait, finalement, la France, justement, a très peu pris sa part, notamment dans l'accueil des demandeurs d'asile syriens, loin derrière l'Allemagne, loin derrière la Suède, loin derrière beaucoup d'autres pays. Donc, cette question de capacité d'accueil, à gérer une crise migratoire avec cette idée toujours qu'on aurait des moyens trop faibles pour accueillir, c'est quelque chose qui est très questionnable. Et deuxième chose aussi qu'on entend beaucoup comme dans les idées reçues en général, c'est que si on offre des conditions d'accueil en fait trop favorables aux personnes, ça va créer un appel d'air. Ça va faire en sorte que, ça va faire que tout le monde va vouloir venir en France, etc. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a, avec des Infox, on le met beaucoup en avant, qu'il y a des travaux de recherche. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est des Infox? Ouais. Alors, j'explique au passage. Des Infox Migration, c'est une association qui a comme objectif de lutter contre la désinformation sur les migrations. Donc, de remettre justement de la rationalité, des données de la recherche dans des débats qui sont souvent... et qui sont aujourd'hui beaucoup trop émotionnels, ce en essayant de créer vraiment un peu un circuit court entre les journalistes, le monde des médias et les chercheurs pour mettre en avant vraiment les données de la recherche. Et donc dans le cas d'espèces, ce qui est intéressant sur ces données, c'est que ça montre que finalement c'est beaucoup plus les conditions de départ qui vont déterminer en fait justement les départs des personnes plus que les conditions d'accueil. Donc ça c'est à un niveau général, et qu'après il y a plein d'autres facteurs qui jouent dans le fait de s'orienter vers tel ou tel pays, qui peuvent être très conjoncturels, qui sont liés aux routes, à un enchaînement de conjonctures, mais aussi, par exemple, à la présence de diaspora, présente différemment selon les pays. Et là, par exemple, dans le cas aussi des Ukrainiens, ça a beaucoup joué, où en France, c'est quelque chose aussi sur la question de est-ce que la France fait sa part. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a la France en tant qu'État qui fait sa part d'accueil, mais il y a aussi souvent un poids qui est assumé par les réseaux d'accueil diasporiques qui est pas négligeable. Donc voilà, pour répondre à notre internaute, là, cette question de la capacité d'accueil, elle est très liée aussi à est-ce que vraiment il y a autant de capacité à mobiliser face à ce qu'on imagine être un afflux un petit peu continu et massif, quoi. Je réponds aussi à Volka qui disait il y a 10 minutes, ça va parler de l'Ukraine dans 3, 2, 1. Bah, tu t'es planté, Volka, désolé. Ça n'est que maintenant. C'est quoi les... Tu voulais intervenir, Delphine? Non, mais je voulais dire que dans l'Union européenne, la France est le 13e pays en termes d'accueil de demandeurs d'asile. C'est-à-dire quand on rapporte le nombre de demandeurs d'asile par rapport à la population, on est dans la moyenne européenne. Donc c'est juste pour relativiser aussi ce sentiment qu'on serait trop important. Et puis, ça me fait aussi réagir peut-être sur un élément que le président de la République a dit aussi dans son propos que vous avez passé. Il évoque une dépense de 2 milliards d'euros pour de l'hébergement d'urgence, dans lequel il y aura énormément de gens qui sont en attente de papier ou qui sont en situation irrégulière. Pas les mêmes publics. Pardon ? C'est pas tout à fait les mêmes publics. Alors, c'est en fait un peu les mêmes publics au sens où ça peut être soit des gens qui viennent d'avoir le statut de réfugié mais qui n'ont pas encore des papiers, soit des gens qui sont déboutés du droit d'asile. Mais c'est surtout qu'en réalité, si la France avait une pratique différente dans le traitement des demandes de titre de séjour, on aurait sans doute beaucoup moins de monde qui aurait besoin d'être pris en charge. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de... Il y a beaucoup de difficultés, même pour des gens qui ont obtenu le statut de réfugié, donc qui sont censés être protégés pendant 10 ans par l'État français, pour qui il n'y a plus aucun problème de statut administratif. Ils peuvent passer des mois entiers à attendre d'avoir le sésame. Et le sésame, tant qu'on n'a pas le sésame, on ne peut pas prendre un logement, on ne peut pas travailler. Et donc, en fait, on se retrouve dans une précarité administrative et donc potentiellement dans des dispositifs de solidarité nationale qui viennent de dysfonctionnement ou de fait que les préfectures n'ont pas suffisamment de moyens, etc. Donc, c'est aussi important de ne pas, agiter ces chiffres sans réaliser
que si on régularisait davantage de travailleurs sans papier, qui sont parfois là depuis 10 ans, eh ben, ils n'auraient plus besoin de dormir dans des hôtels sociaux et ils pourraient prendre un logement. Et donc, à force de créer de la précarité administrative, on crée aussi de la précarité sociale et quelque part, on entretient ce sentiment que peuvent avoir certains de nos concitoyens, je ne pense pas non plus une majorité, mais en tout cas une part malheureusement importante d'eux, que en gros les étrangers sont des indésirables. Et c'est un peu ça, ce contre quoi on se bat en ce moment, c'est cette espèce de présupposé que l'étranger par nature est indésirable et donc à la rigueur on le gère, mais le moins possible. Il y a Sean Zero qui dit les accueils de sans-abri sont surchargés, alors accueillir des migrants en plus ça me fait doucement rire. Volca qui dit construisons des logements déjà. Thomas, toi c'est un peu ton quotidien, le traitement des demandes de droit d'asile, de titre de séjour Oui, alors essentiellement droit d'asile, mais titre de séjour aussi. Et c'est très vrai ce que dit Delphine. C'est un vrai parcours du combattant aujourd'hui pour un étranger qui veut ne serait-ce qu'introduire. Il y a cette idée. Ne serait-ce qu'introduire une demande de titre de séjour en préfecture, il faut déjà obtenir un rendez-vous. Alors maintenant, on est passé par la dématérialisation avec tout ce que ça peut entraîner de difficultés pour des gens qui ne sont pas habitués à ces mécanismes-là. Et il suffit d'aller devant une préfecture un matin à 8h ou 9h. Vous avez des files qui s'étendent sur des dizaines de mètres, des gens qui sont là depuis 5-6 heures du matin et qui font la queue pour ne serait-ce que déposer une demande de titre de séjour. Alors, c'est souvent dans le cadre d'admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont parfois des déboutés d'asile ou parfois sont rentrées sans visa, mais qui en tout cas peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour parce qu'ils sont en France depuis au moins 3 ans ou 5 ans, parce qu'ils ont un certain nombre de fiches de paye, parce qu'ils travaillent. Et donc, il y a déjà des barrières qui sont colossales et qui sont très difficiles, en tout cas de plus en plus difficiles à surmonter. Ce que je voudrais dire aussi, quand on nous dit mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, bon alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Moi c'est ça que je ne comprends pas. On enchaîne des modifications législatives, des réformes, que ce soit 2015, 2018 ou le projet qui arrive, où chaque fois on restreint de plus en plus les droits des demandeurs d'asile. Mais des choses qui sont à la marge en plus. On va réduire le délai imparti pour introduire une demande d'asile de 120 jours à 90 jours. Et voilà, et on rogne comme ça, on fait des effets d'annonce politique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en 2022? On a effectivement, comme le disait le président de la République, autour de 100 000, je crois que c'est plus 130 000 demandes d'asile. On se rapproche du pic qu'on avait eu en 2019 et ça ne cessera. Ça ne cessera jamais, c'est comme ça. Donc après, il faut pouvoir regarder les choses en face et pas détourner le regard et assumer, je pense. Oui, là-dessus, je voulais peut-être ajouter un élément, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même, en effet, un engorgement en fait, de la demande d'asile. Et cet engorgement, il est aussi lié au fait qu'il y a très peu d'alternatives en fait, pour les personnes qui souhaitent partir à la demande de droit d'asile, parce que ce qu'on appelle la migration, en fait, les canaux de migration régulière, professionnelle, sont extrêmement réduits. En France, l'immigration dite professionnelle, elle représente à peu près 10 à 12% de tous les motifs d'immigration. Et je pense que dans la coopération, dans le cadre européen notamment, tu parlais de la question de la régularisation des personnes, mais il y a aussi vraiment ce sujet de comment on fait pour développer des canaux de migration alternatifs, en fait, qui correspondent plus, c'est vrai, à la situation de certaines personnes qui vont partir parce qu'ils sont en détresse aussi. Il ne faut pas non plus créer, comme on a tendance à le faire, les catégories entre les vrais, les migrants justes et puis les autres. Ceux qui partent pour des motifs économiques peuvent être dans des vraies situations de détresse économique dans les pays, mais malgré tout, si on développait davantage ces opportunités-là, ils auraient moins de raisons d'aller vers la demande d'asile et aussi donc de créer ces effets d'engorgement. Et après, ces situations où des gens vont voir leur demande d'asile refusée et vont se retrouver en effet dans des conditions de précarité. Et comme le disait à l'instant l'intervenant, là, du coup, avec tout ce que ça implique sur comment est-ce qu'on s'occupe de toutes ces personnes en situation précaire. GR33 qui demande pourquoi est-ce que c'est autant engorgé en plus du volume de demandes. Je veux dire, quels sont les moyens qui bloquent? Demande GR33. Salut GR33 et salut Julot qui nous a rejoint. Les moyens qui bloquent, c'est des moyens pour les préfectures, pour traiter plus rapidement les demandes. C'est un problème d'accueil administratif? Il y a un problème d'accueil administratif, il y a des manques de place. Tout à l'heure, vous aviez une remarque sur le fait qu'il y avait trop de SDF. Nous,
effectivement, on aime bien faire des comparaisons avec les Ukrainiens, parce que quand on a accueilli les Ukrainiens, on a réussi à faire qu'aucun Ukrainien ne dorme à la rue. On a réussi à mettre en place des systèmes d'hébergement qui faisaient que les personnes, quand elles arrivaient, on leur trouvait une solution de mise à l'abri immédiatement. Or, à Paris, aujourd'hui, on peut passer des semaines et des semaines avant d'avoir le droit à un hébergement qui plus est précaire. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est effectivement de l'organisation des moyens. Et puis après, il y a une réalité qui est complexe en France, qui est que il y a beaucoup de personnes qui sont déboutées du droit d'asile, qui effectivement, en fait, ne remplissent pas les conditions pour lesquelles elles demandent l'asile. Elles sont pas acceptées en tant que telles, c'est parfaitement normal. Mais compte tenu des difficultés, en gros diplomatiques, on va dire, que la France peut rencontrer avec toute une série de pays, ces personnes, une fois qu'elles sont déboutées du droit d'asile, elles rentrent pas dans leur pays pour autant. Et donc elles basculent dans un espèce de vide administratif, et donc elles deviennent clandestines, sans papier, etc. Et quelque part, on baigne avec ces personnes-là dans un non-dit absolu. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'on ne parviendra pas à les renvoyer dans leur pays. En même temps, on ne les régularise pas, parce que si on les régularisait, ça voudrait concrètement, ça voudrait dire que la France n'a plus la maîtrise de ses procédures administratives. Et donc, on les laisse, effectivement, dans une grande précarité. Elles travaillent au black, elles travaillent de manière irrégulière, donc elles ne sont pas déclarées, elles ne payent pas d'impôts, elles versent pas de cotisations, mais elles n'ont pas de protection sociale, elles n'ont pas de logement. Et donc on entretient un système parallèle dans lequel elles sont exploitées, clairement, par des employeurs qui profitent ou par des marchands de sommeil qui profitent. Et ça peut durer des années comme ça. Ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on a besoin de désinfox, on a besoin de rétablir des vérités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités sur les enjeux autour de ces questions d'accueil et d'intégration des étrangers qu'on refuse de voir, auxquelles on refuse de se confronter, parce que les réponses qu'on pourrait apporter ne correspondent pas à ce que les gens ont envie d'entendre. Voilà. Et quelque part, ce qu'on vous dit là, moi je passe mes journées à le répéter, et je pense que vous c'est la même chose. On passe notre temps à essayer de faire entendre aux gens qui veulent bien nous écouter qu'il y a un écart fort entre peut-être leur perception, ou ce qu'ils aimeraient, ou ce qu'ils imaginent, et puis des réalités factuelles sur qui sont les gens qui traversent, pourquoi ils traversent, quel est leur avenir, et on prêche un peu dans le désert, et c'est assez épuisant. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais moi je fatigue en fait, parce qu'on passe très très vite pour des militants d'extrême gauche, alors qu'en fait on est juste en train d'essayer de poser des réalités. Voilà. On a le droit d'être militant d'extrême gauche, par ailleurs. Non, mais c'est ce que je veux dire, il n'y a pas de discours militant dans ce que je vous dis, c'est juste ça que peut-être comme ça. Et GR33 qui dit c'est trop bien expliqué. Voilà. Alors voilà, c'est bien le trop bien expliqué, parce que moi je pense que la grosse difficulté avec pourquoi ça ne passe pas, comme tu le dis, c'est que en fait il y a un intellectuel, Edgar Morin, là, qui a écrit un livre récemment, et qui dit il faut réhabiliter un peu la pensée complexe, quoi. C'est-à-dire qu'on parle des questions d'environnement ou de migration, en fait, c'est complexe. Ça touche à des réalités plurielles, à des mécanismes juridiques, politiques, tu l'as dit, à des intérêts aussi, qui sont parfois contradictoires entre les intérêts de pays d'origine qui ont tout intérêt à avoir des transferts de fonds des diasporas, qui en effet, pour lesquels se pose la question de la fuite des cerveaux, etc. Oui, et puis les intérêts des États d'accueil qui ne sont pas les mêmes, quoi. Et donc, en fait, tous ces aspects-là, ça passe beaucoup moins que de dire aujourd'hui, si ça va mal, c'est à cause de l'immigration. Ça prend 1 minute. Ça passe sur tous les réseaux, et ça peut s'illustrer par tous les chiffres qu'on peut un peu utiliser à droite à gauche, etc. Et toutes les images dramatiques. Voilà, les images dramatiques avec un peu... Et les faits divers aussi qui sont rarissimes, mais qui suffisent à couvrir... Voilà, c'est ça, exactement. Où on va tout d'un coup s'intéresser beaucoup aux origines d'un criminel, etc. Par exemple, ce que font pas du tout les Allemands. Enfin, il y a des variantes de ce côté-là, mais c'est ça aussi, c'est que on a, sur les sujets, dès qu'on creuse un peu, sur l'écologie, c'est pareil. Sur le moment, on dit oui, il faut sauver la planète, et après, quand on se coltine vraiment aux questions, en fait, c'est très compliqué. Ça entre en collision avec les enjeux d'inégalité sociale, et il y a besoin... Alors, on peut être pédagogue, bien sûr, il faut être clair, il ne faut pas être confus, etc. Mais cette complexité, on ne peut pas lui tordre le cou, quoi, comme aux idées reçues. Comme idée reçue, justement, il y avait que la France était le pays le plus attractif socialement en Europe pour les immigrés. C'est vrai ou c'est faux? Je vous provoque un peu. C'est faux, je crois qu'on peut le dire tous les trois en chœur. Pourquoi c'est faux? Qu'on l'explique, parce qu'il y a des gens qui posent la question. C'est en fait
C'est en fait la France, belle terre d'accueil, l'herbe est verte en France. Il suffit de regarder qui vient, hein, pardon, mais Alors qui la vient? meilleure démonstration, c'est quand même de se dire que c'est l'Allemagne qui a accueilli les Syriens, que les Ukrainiens, ils ne sont pas venus en France particulièrement, enfin, que quand on laisse aux gens le choix du pays dans lequel ils peuvent s'installer, ils ne choisissent pas la France. Et ils vont beaucoup plus, par exemple, en Grande-Bretagne, où le système social est quand même beaucoup moins attractif, quoi. Donc ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. C'est moins cette question de l'attractivité, du pays d'accueil, encore une fois, que d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Après, moi, je pense que c'est une bonne question qu'on ne pose pas assez dans le débat sur l'immigration, c'est l'attractivité. Mais alors, quels sont les facteurs, alors, justement? Pourquoi on a quand même des gens qui passent par la France? Parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils parlent par la exemple, langue. parce qu'il y a une Et diaspora. puis la France protège aussi quand même, c'est pas non plus le pire pays d'accueil, loin de là, bien sûr. Mais encore une fois, cette question, je ne comprends même pas pourquoi on se les pose. Il y a des réalités. Je reviens sur le droit d'asile, pouvoir dire comme ça, moi je suis très choqué par ce que dit le ministre de l'Intérieur. Alors on est d'accord, il y a aussi des questions politiques, l'homme est en campagne, je pense. Mais on peut pas. Il y a des personnes qui arrivent, il faut accueillir ces gens, il faut leur parler. Ce sont des êtres humains, il faut savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent. On ne pourra dire qu'ils sont éligibles au droit d'asile qu'une fois qu'on aura instruit leur demande. Donc il y a des procédures à respecter. Et c'est ce qui fait que finalement on vit dans des sociétés démocratiques. C'est parce qu'on a des cadres juridiques et on se doit de les respecter. Et on ne peut pas avoir des prises de position tout à fait électoralistes et qui finalement résument trop facilement des problèmes plus profonds et plus complexes, effectivement, comme tu le dis. Tu as répondu en partie à Élu qui dit on se pose ces questions parce qu'on ne comprend pas tout. Est-ce que je pourrais parler de la Tunisie 2 secondes parce on peut complètement parler de la Tunisie, on peut même en parler. C'est un bon moyen d'illustrer la complexité des choses. C'est un bon exemple. La première nationalité, de l'état des statistiques à notre connaissance aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur italien publie des statistiques quotidiennes sur le traitement des nationalités des personnes. La Tunisie qui est à 150 km de Lampedusa. Exactement. Et donc, en gros, on analyse les statistiques la quotidienne en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe à Lampedusa en ce moment. Ce que l'on voit depuis le 1er septembre, c'est que la première nationalité d'arrivée sur l'île de Lampedusa, c'est pas des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, etc. C'est des Tunisiens. Pour le coup, la Tunisie est un pays qui a un taux de reconnaissance extrêmement faible en termes de protection parce que y a des personnes qui peuvent être persécutées individuellement, mais il n'y a pas de situation aujourd'hui encore qui justifierait un taux de protection très important. Par contre, ce qui se passe en Tunisie, c'est à la fois une crise économique majeure et donc en fait une accélération des départs de Tunisiens parce que concrètement, les personnes ne se projettent plus dans une vie en Tunisie où il y a plus de pain, il n'y a plus de café. Pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Et puis à côté de ça, il y a une crise politique. Il y a une crise politique avec un durcissement très très fort du gouvernement, enfin un président grosso modo qui est en train de prendre tous les pouvoirs et de déconstruire beaucoup des acquis de la révolution de 2011. Bon, mais ce que je vous dis là, ce qui nous frappe énormément ces dernières semaines, c'est que personne n'en parle. C'est-à-dire que la première nationalité, c'est les Tunisiens, mais comme l'Union européenne a impérativement besoin, en tout cas estime, avoir impérativement besoin d'avoir des bonnes relations avec le gouvernement tunisien, parce qu'elle compte le financer pour bloquer les frontières, et ben en fait, elle va parler de ce qui se passe en Afrique subsaharienne et ne pas regarder la réalité, c'est-à-dire en gros dire à Kais Saied, le président tunisien, on va vous donner de l'argent pour militariser vos frontières. Et j'étais très étonnée d'entendre le président de la République hier comparer la Tunisie à Calais, donc assumer parfaitement qu'elle voulait faire, qu'on souhaitait faire en Tunisie ce que les Britanniques font avec nous à Calais, c'est-à-dire nous financer pour tenir une frontière qu'on parvient pas très bien à tenir, faut bien le dire. Mais donc voilà, il y a un cynisme à mon sens très très fort qui fait qu'il y a une telle volonté notamment de Giorgia Meloni et désormais aussi des autorités françaises qui le soutiennent d'obtenir un deal avec la Tunisie qu'on ferme complètement les yeux sur en fait la réalité de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer là même encore hier. À Calais, aux portes de la Grande-Bretagne. Ouais, et puis à Lampedusa où en fait et sur le territoire français. La première nationalité, c'est des Tunisiens. Voilà. Donc c'est des gens qui fuient sans doute quand même principalement une situation économique qui se dégrade très rapidement. Le président de la République avait dit dans son discours que la réponse devait être européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une manière de se défaire, de se défausser. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse efficace européenne? Non, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une réponse européenne. Alors, en l'état, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Qu'est-ce que l'Europe prévoit? En l'état, pour la gestion, c'est le règlement Dublin, mais le règlement Dublin, il est hautement critiquable parce qu'il n'a pas du tout résolu les problèmes. Il y a des critères. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est le règlement Dublin? Un demandeur d'asile se présente sur un territoire en Europe
et qu'il change de pays, il peut passer par différents pays, l'Allemagne, l'Europe de l'Est, la France, etc. Il y a des critères qui permettent de définir quel est l'État responsable de la demande d'asile, des critères qui tiennent par exemple au lieu de résidence du demandeur d'asile, à sa vulnérabilité, au fait qu'il peut avoir des membres de sa famille dans tel ou tel pays. Et puis, une fois qu'on a écarté tous ces critères, ça va être le premier pays dans lequel il est entré et où, bien sûr, on a pu l'identifier, c'est-à-dire prendre ses empreintes. Mais résultat des courses, quand vous avez certaines voies d'entrée qui sont surchargées, ça amène la conséquence, c'est que beaucoup de demandeurs d'asile sont reconduits vers l'Italie ou vers la Grèce. Donc on a une mauvaise répartition, si on doit parler en termes de gestion de ces flux migratoires et de ces demandeurs d'asile, une mauvaise répartition à l'échelle européenne. Mais il y a un autre problème, c'est quand bien même vous renvoyez quelqu'un vers l'Italie au titre de ce règlement Dublin III. Constamment, la Cour nationale du droit d'asile rend des décisions de protection pour des personnes qui ont déjà obtenu une protection en Italie ou en Grèce parce qu'on a jugé que la protection était ineffective dans ces pays-là. Donc bien sûr qu'il y a une question de meilleure répartition et aussi une question de moyens. Ça, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. La solution, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est de la volonté politique et mettre des moyens que l'on a. On l'a vu justement pour la crise ukrainienne quand il a fallu mettre les moyens pour accueillir 110 000 Ukrainiens sur le territoire français. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui sont reconduites ? Reconduites, tu veux dire dans le pays... Dans le cadre du règlement de Dublin. Elles sont reconduites vers le pays qui est l'État membre responsable, qui lui va instruire la demande et se charger ensuite, si la personne est déboutée, de reconduire cette personne dans son pays d'origine. Dublin, c'est une aberration en fait. C'est une aberration. Oui. Aujourd'hui, c'est peut-être des chiffres de 2021, je ne saurais pas. Mais grosso modo, j'ai en tête un chiffre qui explique qu'entre la France et l'Allemagne, il y avait environ 5000 personnes qui ont été renvoyées en Allemagne parce que relevant de l'Allemagne au titre de Dublin, et à peu près 5000 personnes que l'Allemagne a envoyées à la France. Donc en fait, vous voyez, on s'envoie les gens comme ça, après évidemment des mois et des mois d'attente et d'errance avant d'y parvenir, alors qu'on aurait pu faire gagner du temps à tout le monde en instruisant la demande au bon endroit. Donc en fait, la solution, effectivement, elle est européenne. Le président, il a raison de dire ça, mais elle est européenne parce qu'il faut de la solidarité européenne, parce qu'il faut de la répartition. Parce qu'il faut faire tomber ce critère de pays de première entrée qui est une aberration et qui conduit à faire que la Grèce et l'Italie sont surchargées. Étant surchargées, elles arrêtent de jouer le jeu. Et aujourd'hui, la France ne reconduit plus personne en Grèce. Parce que grosso modo, la Grèce n'instruit plus correctement les demandes d'asile. Et il y a du rapport de force très grand entre la France et l'Italie pour que l'Italie joue ce rôle-là. Mais on lui en demande trop. Je ne dis pas ça pour défendre Giorgia Meloni, mais il y a un déséquilibre trop important. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que les pays européens, et peut-être pour commencer les principaux pays, parce qu'on n'attend pas grand-chose de la Hongrie ou de la Pologne, il faut aussi se le dire, mais que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les grands pays européens se disent très bien, on va assurer ensemble une répartition de la prise en charge des demandeurs d'asile, et quelque part, on va arrêter de faire semblant de jouer au ping-pong avec des êtres humains, parce que il faut bien comprendre que tant que le pays le pays d'instruction de la demande d'asile n'est pas vraiment stabilisé, les gens n'ont pas de droit, en gros, à peu de choses près. Donc beaucoup de personnes, en tout cas, se retrouvent en France sans ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, pour des tas de raisons de rendez-vous pas respectés, etc. Et elles peuvent se retrouver à la rue pendant un an et demi. Alors que, en fait, on gagnerait tous à instruire plus vite ces demandes d'asile, quitte à les reconduire plus rapidement si elles sont déboutées, encore une fois. Mais l'errance nuit à tout le monde. Et après, je vous passe sur l'errance, crée des troubles mentaux, crée ce sentiment que les gens sont indésirables. Enfin, voilà, tout ça est cumulatif. Mais parce que la vie de clandestin fait... parce que c'est terrible de une extrême précarité, ce sont les gens qui dorment bien sûr. dehors, qui sont à la merci de plein d'autres gens. Ces gens, quand ils arrivent en France, ils ont tout de même des droits. Qu'est-ce qu'ils ont comme droit ? Un demandeur d'asile, il a plein de droits. Un demandeur d'asile, quand il arrive, il peut toucher une allocation. Hein. Il va avoir aussi droit à un hébergement en centre d'accueil, les fameux CADA. D'ailleurs, France Terre d'Asile gère des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, le temps que la demande d'asile soit instruite. C'est pas Byzance, hein. Il faut pas non plus croire ce qui n'est pas vrai. Et puis une fois que la demande d'asile est instruite, après c'est terminé. Et pourtant il y a des gens qui vont se maintenir sur le territoire, passer justement sur cette question de la régularisation par le travail, ou faire même des demandes de réexamen. La Cour nationale du droit d'asile, pour le rapport d'activité 2022, a traité 60 000 recours. Les 2/3, ce sont des premières demandes, mais il y a aussi des demandes de réexamen. Et donc, c'est encore une fois des questions complexes auxquelles il faut répondre.
Et là-dessus aussi, sur les droits donc, des personnes qui sont en situation irrégulière, il y a quand même un certain nombre de droits. Alors, on le disait, il y a quand même le droit d'accéder à des logements d'urgence. Il n'y en a pas beaucoup. Pardon ? Il n'y en a pas beaucoup. Non, il y a les droits un peu élémentaires, quoi, je dirais, et la fameuse aide médicale d'État, qui est vraiment une aide minimaliste pour avoir accès à des soins quand on est aussi en situation régulière. Et là, que Édouard Philippe, excuse-moi, avait réduit déjà en 2019. Voilà, c'est ça. Et qui a été beaucoup réduit, comme tu le dis, en 2019. Et ça interroge aussi, parce que ça va aussi dans le même sens de est-ce qu'on tape sur le bon ennemi, quoi. C'est-à-dire que on l'a vu pendant le Covid, cet accès aux soins, en fait, c'est quelque chose qui protège tout le monde. Protège tout le monde. C'est un enjeu de santé publique général. Et donc parfois, il y a cette idée que voilà, en tapant sur ces personnes-là, en fait, finalement, c'est au détriment de l'ensemble de la population et des accès, des droits fondamentaux en fait des personnes sur tout le territoire. Et ça ne résout pas le problème. On a beau réduire les conditions d'accès à certains... le problème, oui, c'est-à-dire le nombre de demandeurs d'asile. On nous dit la France ne peut pas accueillir tout le monde, on va faire ceci, cela. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien du tout en termes de nombre d'arrivées. En fait, on n'ouvre pas les yeux sur le fait que ces migrations, elles vont continuer, c'est ce que tu disais, elles vont augmenter, s'intensifier. De manière inéluctable. Mais bien sûr, de manière inéluctable, et on ne parle pas du réchauffement climatique, etc. Et donc, en fait, il faut adapter nos sociétés et il faut organiser l'accueil pour que l'accueil soit moins un sujet. Moi, je rêve d'un moment où on arrêtera d'en parler. C'est fou, en fait, l'énergie et le temps qu'on consacre à quelques milliers de personnes qui sont arrivées sur un caillou à Lampedusa. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a tellement de fantasmes et tellement de craintes qui sont véhiculées ou qui flottent autour de ces questions d'immigration qu'en fait, on perd une énergie folle à commenter des choses qu'on pourrait tout simplement organiser. Organiser l'accueil, c'est quand même le meilleur moyen de faire pour que ça soit plus un sujet demain. Il y a Volca qui dit « Je viens de comprendre que les circuits d'immigration en Europe ont pour but de gagner du temps et contenir l'immigration par la mobilité constante. C'est plein de cynisme quand même. » C'est du cynisme tout ça? C'est la politique en réalité. Ouais, je pense pas, faut pas tomber non plus dans la facilité, parce qu'après on adopte le discours qui dit voilà, tous pourris, etc. C'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis. La politique, c'est le cynisme. Je pense qu'en tout cas, il y a toujours cette tentation, en effet, pour des raisons pures d'accès au pouvoir, encore une fois, d'attiser en effet des facilités, des peurs, des angoisses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a matière à avoir des inquiétudes, le réchauffement climatique, les inégalités sociales qui s'accroissent, mais c'est ça les vraies causes et les vrais objets d'inquiétude, en fait. Et on a cet effet, encore une fois, même pas de loupe, mais de diversion, quoi, qui est très puissante et aujourd'hui qui est préoccupant, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite, mais c'est aussi presque une stratégie qui devient générale à l'ensemble des partis politiques. On le voit aujourd'hui, si on parle politique du coup, avec le parti, par exemple, les Républicains qui courent après l'extrême droite. La stratégie politique des Républicains aujourd'hui, c'est uniquement de copier, en fait, et de suivre l'orientation de l'extrême droite, en grande partie en tout cas. Et du coup, ça fait qu'il y a très peu d'autres discours, et aussi pour les personnes qui souhaitent s'informer et avoir une vision un peu équilibrée des choses, c'est très difficile aussi d'avoir d'autres voix. Et là, je pense qu'il y a aussi, on peut parler de la responsabilité politique, les responsables aussi d'un certain nombre de médias, où nous, en tant que Desinfox Migration, on a quand même un peu des retours d'expérience de certains chercheurs qui passent dans des médias que je ne citerai pas, et qui ont le droit à 2 minutes d'antenne, alors que Marion Maréchal s'exprime pendant 25 minutes. Donc, par rapport à ce genre de déséquilibre, on peut se demander en tant qu'auditeur qu'est-ce qu'on retient comme idée forte de ce type d'intervention aussi, quoi. Bon, sur le service public, on est très attaché à l'équilibre du temps de parole. Oui, bah là, je suis très contente d'être là. Donc, il n'y a jamais d'espace pour raconter des vraies histoires. Tu es au bon endroit. Ce qui nous manque aussi, il y a la question de la recherche qui est évidente, puis il y a aussi le fait de donner aux gens à voir des vraies histoires d'intégration réussies. Nous, on s'occupe beaucoup de mineurs non accompagnés. Donc les mineurs non accompagnés, c'est des MNA, et donc c'est des gamins,
c'est des enfants qui traversent en général seuls la Méditerranée ou qui perdent leurs parents sur le chemin, ça arrive aussi, qui arrivent en France et puis qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Quand vous en parlez, dans les médias, on tombe très rapidement dans l'image du délinquant, du jeune délinquant marocain qui va... Faux mineur. Pardon, du faux mineur. Alors, évidemment, du faux mineur et les tests osseux, mais au-delà de ça, de la représentation du gamin délinquant, ou drogué, etc. Or, en réalité, les enfants dont on s'occupe, c'est des gamins qui sont d'une résilience folle, qui ont parfois mis 1 an, 2 ans à traverser et à partir sur cette route-là, qui viennent parce qu'ils cherchent un avenir meilleur, c'est sûr, mais qui sont prêts à tout pour l'obtenir. Et on a des histoires de meilleurs apprentis de France dans nos centres d'hébergement, de super parcours d'études et de super parcours de professionnels. Mais en fait, on pourra raconter ça 10 fois, 100 fois. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire oui, mais moi, dans ma ville, il y a un MNA qui a cambriolé, je sais pas quoi. Et donc, le déséquilibre entre la puissance et la force de ces contre-exemples, on va dire, et la réalité de ce que nous, on vit dans les établissements d'accompagnement, elle est très importante. Et effectivement, il y a un rôle important des médias qui doivent jouer le jeu de raconter aussi ces histoires-là et de donner à voir autre chose que ces représentations biaisées, quoi. Emmanuel Macron, dans son discours dimanche, qui disait en substance, on doit jouer notre rôle, mais la réponse est européenne. Et on envoie beaucoup d'aide aux pays en développement, avec le deal un peu, on vous aide sur des projets, mais vous devez nous aider à contrôler sur votre territoire les réseaux d'immigration. Qu'est-ce que ça vaut de votre point de vue? On parle des gardes quotidiens. Alors, je dirais un serpent de mer de plus. C'est une vieille marotte, un marronnier, tout ce que vous voulez. Moi, je travaillais dans une autre vie pour une ONG de solidarité internationale au Sénégal. Donc, on parle de 2007-2008. Et déjà, il y avait cette question de ce qu'on appelle la conditionnalité, pour prendre des mots un peu techniques, de l'aide publique au développement. Avec, en fait, derrière, c'est toujours le même objectif. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a des personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont déboutées, qui ont ce qu'on appelle des obligations de quitter le territoire français, des OQTF, mais pour les faire réadmettre dans les pays d'origine, qui sont les pays tiers, en dehors de l'Union européenne, il faut, dans le cas d'espèces, il faut l'accord de ces pays qui doivent délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Ce qu'ils, bien sûr, les pays en question, ils ne sont pas prêts à faire forcément très volontairement, parce que reprendre des personnes qui sont parties et en plus qui reviennent en général pas du tout de bonne volonté, d'une part, ils font aussi des calculs très, je ne sais pas si des calculs cyniques, mais en tout cas, ils mesurent ce que représentent ces transferts aussi des personnes. Donc, il n'y a pas du tout forcément cet intérêt-là. Et donc, depuis des années, du point de vue de la France, il y a cette tentative de trouver des moyens d'exercer une pression sur les 10 États pour apporter plus de réadmission. Et donc, pendant longtemps, on a cherché justement ce levier du développement, sans pouvoir, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais pu être fait vraiment de manière explicite totalement, parce que c'est vrai que mettre en balance aide publique au développement, qui répond quand même à d'autres enjeux de développement, justement, d'objectifs, et gestion migratoire, ça ne fait pas bon ménage, quoi, forcément, parce que ce n'est pas les mêmes objectifs, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008 surtout, et après, il y a eu ce qu'on appelait des accords de gestion migratoires qui ont été passés avec le Sénégal, avec aussi la Tunisie, un certain nombre de pays. Et dans ces accords de gestion, on avait en fait 3 volets. D'une part, est toujours en bonne place la lutte conjointe contre l'immigration irrégulière, donc avec aujourd'hui, dont on voit la grande manifestation la plus réelle en fait et visible, avec ce qui se passe avec la Tunisie, ce qui s'est passé avec la Turquie, etc. Et puis 2 autres volets qui se veulent équilibrer, de développer justement les canaux de migration légale et les visas qui vont avec, et le dernier justement de ce qui appelé le co-développement. Donc, on va apporter une aide à ces États via souvent l'action, une aide, un appui de la France à l'action des diasporas dans ces pays, qui est déjà en fait substantiel, quoi. Et donc en fait ça s'est fait un peu comme ça, mais jamais sans le dire et jamais de manière en termes de conditionnalité, mais même à ce niveau-là très je dirais discret, ça a suscité beaucoup de critiques du secteur associatif, des réseaux de diaspora aussi, parce que par exemple le Mali
a refusé de signer l'accord de gestion, cet accord de gestion concerté, suite à des mobilisations massives de la diaspora malienne en France et en Europe, qui en fait a fait pression sur l'État malien. C'est très, bien documenté pour qu'on par comprenne des bien, chercheurs. qu'est-ce qu'ils disent donc, ces gens de la diaspora? Ils disent il est hors de question de mettre en balance justement la gestion migratoire, les réadmissions avec l'aide au développement. Nous, on ne veut pas, en tant que diaspora, être instrumentalisés aussi. C'est nous les acteurs de développement des pays en question. Et il n'est pas question que ces accords soient signés. Donc il y a eu, alors dans d'autres pays, ça n'est pas forcément le cas, mais dans le cas du Mali, des vraies mobilisations, etc., qui fait que ça a contribué, ce n'était pas le seul paramètre, mais à ce que le gouvernement malien de l'époque ne signe pas ces accords de gestion. Et donc tout ça a fait qu'il y a aussi beaucoup les chercheurs qui se sont exprimés, qui ont dit, parce qu'il y avait derrière aussi une idée reçue, que l'aide au développement allait permettre sur un court terme d'empêcher la migration irrégulière. Or, les chercheurs ont beaucoup mis en avant que ce n'était pas du tout la même temporalité et qu'en fait, à court terme, développer certains pays, en fait, au contraire, ça augmente les migrations parce que ça donne aux gens les moyens de partir, en fait. Et qu'on oublie que souvent, les plus pauvres ne bougent pas, en fait. Ils sont assignés à résidence. Donc, bref, il y a eu un peu ces évolutions-là. Et je me souviens encore de Pascal Canfin, lorsqu'il avait été ministre délégué du développement il y a quelques années, qui avait déclaré haut et fort, la France ne conditionnera jamais son aide au développement. Et là, donc, en effet, par le discours du président, on a de nouveau cette proposition, je pense, qui a déjà montré beaucoup ses limites, en fait, par le passé. Mais c'est typique, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur l'immigration. En fait, on a un peu comme ça, des serpents de mer, des un peu fausses bonnes idées qui ont déjà montré un certain échec en fait et qui rejaillissent comme ça de manière rituelle. L'attaque sur l'AME, c'est un peu ça en ce moment aussi. Sur l'AME aussi, c'est tout à fait le cas. Donc et moi j'étais un peu étonnée aussi de cette proposition de nouveau parce que c'est vrai que depuis là aussi ces dernières années on sentait que le moyen de pression en fait avait bougé, c'est-à-dire qu'on était moins sur cette question du développement que sur l'autre grand levier qui sont les visas. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec l'Algérie et le Maroc, où il y a eu vraiment en fait, le gouvernement français a coupé beaucoup la délivrance de visas pour ces pays, pour que ceux-ci puissent faire plus de réadmissions, etc. Donc voilà, c'est un peu ce que j'aurais à dire sur le sujet, donc pas très encourageant. Delphine, tu voulais réagir? En fait, c'est la question de l'impuissance du politique, en fait. On a beaucoup de responsables politiques qui se sont persuadés que leur mission, c'était de diminuer le nombre de migrants, d'immigrés arrivant en France. Et donc, à partir de là, ils se sont fixés ça comme objectif et ils cherchent par tous les moyens les façons d'y parvenir. Et quelque part, ce que tu décris là sur les fausses bonnes idées, pour moi, ça reflète exactement cette espèce de course à la solution miracle à un problème qu'ils ont eux-mêmes décrété en réalité. Si on pensait l'accueil, si on organisait l'accueil, si on se donnait les moyens de l'intégration, si on arrêtait d'être dans cette logique de l'étranger indésirable... Qu'est-ce que c'est se donner les moyens de l'intégration ? Concrètement, c'est effectivement se dire que on a plein de territoires dans lesquels il y a du logement social qui est détruit, il y a des emplois qui sont pas pourvus. Il y avait dans le chat, c'était votre cas qui disait le problème c'est le logement en fait. Le problème, ça n'est pas que le logement. Non, mais le problème c'est le logement dans certaines régions. En région parisienne, le problème c'est le logement, mais c'est pas le problème du logement des étrangers, c'est le problème du logement des Français, de tout le monde. Le sujet sur l'intégration des étrangers, c'est que il y a plein de manières d'organiser un accueil dans lesquelles les sociétés d'accueil soient en bénéficient. Et quelque part, même si ça peut être perçu comme très utilitariste ce que je vous dis, je pense que on a des sociétés qui ont besoin de ça, de se dire qu'en réalité, elles ne sont pas uniquement en train de donner, mais qu'elles reçoivent aussi. Et en fait, si on arrivait à travailler avec davantage de maires de petites communes qui sont prêts à accueillir, on se rendrait compte qu'on a des capacités d'accueil qui sont bien largement supérieures à ce qu'on imagine. Mais vous avez des groupuscules, je vous repense à Saint-Brévin, Calac, je pense qu'on a tous en tête ces derniers mois
des difficultés dans certaines communes qui ont voulu monter des projets d'accueil et qui ont vu vraiment des militants reconquête, c'est comme ça qu'ils s'affichaient et qu'ils s'affirmaient. Même pas des locaux en plus. Non, c'était pas des locaux. C'était des gens qui venaient de 300 km, je sais pas d'où, et qui venaient en fait détruire toute l'initiative qui avait été prise par les collectivités locales et souvent les populations qui étaient prêtes à accueillir. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire une société plus accueillante? En réalité, on part du terrain, on discute avec les Français, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits dans lesquels ça pourrait très bien se passer, et en fait on arrête de de brasser tout le temps les mêmes représentations négatives. Voilà. Et puis c'est pas comme si on n'avait pas d'exemples inspirants. Là, on voit que c'est clair qu'en France, on intègre quand même mal, notamment sur tout ce qui est professionnel, en fait, insertion professionnelle. Si on regarde chez nos voisins allemands, pour les personnes réfugiées qui ont été accueillies, pour le coup, massivement dans les années 2015, en fait, il y a plus de la moitié qui sont insérées professionnellement, alors que ce qu'on constate en France, c'est que les personnes réfugiées qui ont donc le statut de réfugié, qui au niveau légal ont réglé les problèmes, en fait, se retrouvent dans des grandes situations de déclassement professionnel et ne trouvent pas d'emploi à la hauteur de leur qualification, voire pas d'emploi du tout. Donc on se demandait où mettre le curseur, où mettre l'effort, aussi au niveau européen. En termes de serait-ce que d'échange de bonnes pratiques, etc., sur ces questions d'intégration. En France, on a de la marge et on a de quoi s'inspirer ailleurs. Juste un exemple, l'apprentissage de la langue. En France, on n'est pas censé pouvoir bénéficier de cours de français, autres que bénévoles, avant d'avoir obtenu le statut de réfugié. C'est-à-dire qu'en gros, l'État français ne souhaite pas qu'on enseigne le français à des gens quand ils arrivent pour demander l'asile, au cas où ils soient amenés à repartir dans son pays parce qu'il n'aurait pas été protégé. En Allemagne, quand on arrive, on apprend l'allemand tout de suite. On ne perd pas de temps. La conséquence de ça, c'est que cette espèce de théorie du fait qu'il faut que si on enseigne le français, les personnes vont s'ancrer dans les territoires et ne voudront jamais repartir, ça fait que les gens, ils perdent 1 an, ils perdent 2 ans. Et qu'au moment où ils obtiennent le statut de réfugié, qu'ils obtiennent le droit de travailler, de faire leur vie, en fait, ils ne parlent pas la langue. Et donc, ils ont perdu 2 ans. Et effectivement, ça donne beaucoup de déclassement professionnel parce qu'à ce moment-là, ils prennent le premier boulot venu. Et le premier boulot venu, c'est souvent des travails peu qualifiés et sous-qualifiés par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Donc nous, c'est un de nos sujets de plaidoyer. Là. Tu évoquais le projet de loi tout à l'heure, c'est un de nos sujets de plaidoyer pour le projet de loi qui est évident. Toutes les associations, tous les chercheurs, tous les gens qui s'intéressent à ces questions-là sont convaincus d'un truc, c'est que déjà, si on enseignait le français aux primo-arrivants, comme on dit, c'est-à-dire aux gens au moment où ils arrivent, en réalité, on ferait beaucoup pour l'intégration, quelle que soit la question du statut administratif après. Mais ça bloque pour des raisons, pour le coup, très très politiques en fait. Thomas, c'est ce que tu constates dans ta pratique, toi, parmi tes clients peut-être ? La difficulté, pas parmi les miens particulièrement parce que je suis spécialisé dans une communauté très particulière, mais c'est vrai que oui, on a beaucoup de réfugiés qui ont du mal à trouver du travail. Il y a aussi, comme vous le soulignez, des gens qui étaient avec des professions qualifiées dans leur pays et qui doivent ici s'intégrer comme elles le peuvent et trouver le travail qu'on leur propose. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour les personnes qui sont en situation irrégulière, je disais tout à l'heure, c'est un parcours du combattant. Il faut voir aussi ce que ça représente en termes de droit du travail, parce que moi, j'ai aussi beaucoup de dossiers de gens qui travaillent chez des employeurs, mais c'est le Graal en fait. Ce fameux CERFA tamponné et signé, c'est ce qui permet ensuite d'arriver à la préfecture et d'obtenir une régularisation. Mais ça met les employeurs en situation de force et on observe des gens qui travaillent, qui travaillent beaucoup plus que 35 heures, qui sont parfois pas payés pour leurs heures supplémentaires. Donc il y a aussi des conséquences en termes de droit du travail. Et tout ça, c'est pas humain. Hein. Le thème de l'émission, c'était l'humanité a-t-elle des frontières ? Non, elle ne doit pas en avoir, à mon sens. Est-ce que c'est le mot de la fin, chers amis, puisque je vois que l'heure tourne ? Qui veut prendre le mot de la fin ? Je voulais peut-être ajouter quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Je t'en prie, parce c'est le moment. On a beaucoup parlé de la coopération européenne, mais la coopération, elle doit, je vais mettre peut-être un petit bémol par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle doit être pas seulement européenne, mais aussi avec les États de transit, d'origine en dehors de l'Europe, mais en dépassant un peu certains effets d'annonce, on dit voilà, on va conditionner, mais en prenant vraiment en compte en fait aussi les points de vue et les intérêts de ces États-là, qui, encore une fois, ne sont pas forcément les mêmes que les États d'accueil, et en essayant, à partir de là, d'organiser au mieux et dans les meilleures conditions cette fameuse mobilité internationale. Mais je pense que c'est juste pour dire que, évidemment, il y a l'Europe, sans doute, et en tout cas,
cas, il y a une coordination européenne, mais qu'il faut prendre l'Europe dans une dimension aussi globale et qui aujourd'hui est quand même très unilatérale, quoi, en fait. L'Europe impose un peu ses conditions et ses desiderata au reste du monde, quoi, sur le sujet. Delphine, est-ce que l'humanité a des frontières ? Bien sûr que non, l'humanité n'a pas de frontières. L'Europe a des frontières. Oui, mais voilà, la question c'est qu'est-ce que l'Europe fait de ses frontières. Et mais on ne va pas relancer le débat, Oui. mais non, on a effectivement un sujet aujourd'hui. L'Europe devrait arrêter de se focaliser sur ses frontières et de se demander comment elle fait pour éviter d'être à l'origine de milliers de décès comme elle l'est aujourd'hui. Merci Delphine, merci Mélodie, merci Thomas. Merci beaucoup. Merci. Merci évidemment à tous les trois, vous revenez quand vous voulez. Merci pour vos lumières, pour vos clartés. Merci à vous dans le chat, merci pour vos questions, vos réactions, vos coups de gueule, vos pans sur le bec. Merci comme toujours pour votre bonne humeur. La bienveillance a quelques beaux jours devant elle et c'est bien. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est disponible dans 1 minute sur Twitch. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc vous le retrouverez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France ou sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Je voulais aussi vous rappeler pour les nouveaux et les nouvelles, à la demande de Julo18, salut Julo18, que le talk est aussi présent sur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre en tapant Discord dans le chat. Et puisqu'il est déjà ce soir, on peut peut-être parler de demain. Mathis, on a quoi au programme demain ? Mathis qui est le programmateur de l'émission. Salut Mathis, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous et à toutes. Demain, on va parler de la Libye de midi à 14h pour notre grand format. Et on va revenir sur du coup, les inondations qui ont fait plus de 3800 morts selon les derniers chiffres. Donc on va parler de ça et prendre un peu de hauteur pour essayer de comprendre un peu ce pays parce que c'est très complexe, autant dans la politique interne que dans la région, à l'international et aussi surtout les rapports qu'entretient la France avec ce pays-là. Et dans une deuxième partie de l'émission, il y aura des chroniqueurs, des personnes qui viendront présenter un petit peu leurs ouvrages, des artistes, des auteurs. Donc c'est demain de midi à 14h pour notre grande émission du mardi. Merci Mathis, le programmateur de l'émission. Merci aussi à Cyril à la réal, à Stéphanie au visuel. On se retrouve donc demain à midi pour 2 heures de stream, donc de midi à 14h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.